Bismillah. Vous n'avez aucune chance, Carlson. Vous le savez, n'est-ce pas? Nous sommes bien trop nombreux. Venez me chercher, beau papa, répliqua le policier avec un rictus. Il courut vers une échelle de maintenance et on escalada rapidement les degrés. Il sentit la brûlure d'un puissant projecteur sur son dos et se hâta de rouler derrière une forêt de tuyaux où il se tint immobile à plat ventre, haletant. Je pourrais vous abattre, Carlson, reprit Barney, mais telle n'est pas mon intention. Je désire parlementer. Les tirs avaient effectivement cessé. Lady Co réfléchit. Gagner du temps avant tout. Je vous écoute, Barney. Parlementez toujours. Je vous dirai ensuite ce que j'en pense. Soudain, les passerelles inférieures vibrèrent de pas furtifs. Lady Co se pencha. Deux soldats s'infiltraient parmi les conduites avec l'intention manifeste de le prendre par surprise. Lentement, le détective roula sur lui-même, supputant le moyen de les rendre prendre à leur propre piège. Un puissant sifflement déchira le silence pesant. En même instant, plusieurs soupapes lâchèrent de furieux jets de vapeur qui obscurcirent d'un coup les environs. Lady Co sut qu'elle ne retrouverait jamais pareille chance. Il se posta précisément à la verticale de ses poursuivants, et prenant une brève inspiration, sauta à pieds joints sur leur dos. Tous trois roulèrent sur le grillage, mais Lady Co fut le plus prompt à se redresser. Profitant de l'effet de surprise, il balança le premier dans le vide, puis se tournant vers son acolyte, lui fracassa la mâchoire d'un direct plein de hargne. Il s'empara rapidement de son fusil, l'un de ceux dont il avait déjà remarqué la curieuse fracture et la capsule fluorescente. Il éjecta la balle insérée dans la culasse et l'examina entre pouce et index. Sa mine s'allongea. Elle brillait de mille feux, ressemblant à s'y méprendre à celle qu'il avait confectionnée lui-même. Ce que j'ai pu être naïf, rumina-t-il en observant l'ingénieux dispositif d'injection. Les minerais jaunes, ils en ont tiré un enduit. Ils ont toujours su comment abattre les noctambules. Carson, écoutez-moi, intervint de nouveau Barney. Tout cela finira mal. J'ai déjà perdu ma fille. Je ne tiens nullement à vous perdre aussi. Sérieusement, vous êtes pourri jusqu'à la moelle, Barney, répliqua Lady Co. Ne me rendez pas la tâche plus difficile qu'elle n'est. Le policier distingua d'autres militaires qui se répandaient parmi les passerelles. Cherchant clairement à l'encercler, il arma son fusil et tira droit entre ses jambes. L'une des éprouvettes explosa dans un bruit de tonnerre, et l'embryon fit entendre un cri suraigu. Rappelez vos chiens, ou je détruis vos éprouvettes une par une. Ce sera une perte sèche pour votre belle usine de transformation. Cessez de tirer. Ces hommes sont là pour éviter tout débordement. Tout débordement, ricana Lady Co. Vous vous foutez de moi? On en est là, au débordement. Personne ne vous fera de mal, Carson. Descendez, je ne désire qu'une chose, que vous vous ralliez à ma cause. Vous ne pouvez imaginer à quel point nous avons réussi, à quel point l'heure de la victoire est proche. Nous allons faire payer le prix du sang à nos ennemis d'hier. Les machines à rêve ne sont que la première étape du processus. Carson, nous allons de nouveau triompher et régner en maître. Vous commanderez à nouveau un croiseur et vous écraserez les sous-races qui ont commis l'erreur de se rebeller contre notre légitimité. Souvenez-vous de ce temps béni où la vie était facile, où notre monde jouissait d'une splendeur à nul autre pareille. Souvenez-vous, Carson, est-ce que cela n'éveille rien en vous? Si, l'envie de vomir. Tout cela est terminé, Barney. Archiviste est libre. Vous seul la maintenez dans le cauchemar qui est le sien chaque nuit. Vous seul, sale ordure, car tout cela aurait pu s'achever depuis bien longtemps. Quand les gens le sauront, ils partiront. Il ne vous restera qu'une coquille vide et quelques noctambules à gouverner. Osez me dire que vous ne regrettez pas le temps où vous commandiez un vaisseau de guerre et 200 hommes en braillant notre cri de guerre dans le cosmos. Osez me dire que vous avez perdu le goût de la conquête, la jouissance de voir les vaincus ramper à vos pieds. Le jour de la grande offensive approche, car notre arme secrète est prête. Quelle arme secrète? Vous allez exporter vos rêveurs jusqu'aux confins de l'univers pour abrutir d'autres populations? Non, non, Carson, car ceci est déjà fait. Nous en sommes déjà à l'étape suivante. Quelle étape? Je sens bien que j'éveille votre intérêt, Carson. Un gouvernement doit être parfois contraint d'agir contre le peuple, parce que le peuple n'est qu'une masse imbécile, omnibulée par le quotidien et n'a aucune vision à long terme. C'est pourquoi il se dote de décideurs aptes à tracer la voie du triomphe. À quel prix? Le prix nécessaire. Plus tard, bien plus tard, ces hommes font l'objet d'admiration.
et de culte. On oublie la manière dont ils s'y sont pris. Seul le résultat compte. Vous incluez Martha dans votre belle démonstration. Tout en parlant, Lady Co repéra à travers l'écheveau de tuyaux une passerelle apparemment libre de toute surveillance. Lentement, tout en tenant les soldats en respect, avec son arme, il s'y dirigea à reculons. Martha, soupira Banner. Oui, c'est un drame cruel qui nous a frappés, vous et moi. Mais je ne regrette rien. Si c'était à refaire, je ne changerais rien. Quelle salopard vous faites, grogna Lady Co. Tournant les talons, il détala de toute la vitesse dont il était capable. Aussitôt, les soldats lui emboîtèrent le pas. Où allez-vous s'inquiéta Banner. C'est sans issue. C'est ce que nous verrons, marmonna le policier. Il se dirige vers le secteur de phase finale, cria l'un des soldats dans son émetteur. Empêchez-le, ordonna la voix exaspérée de Banner. Mais n'entrez dans le secteur sans équipement de protection, sous aucun prétexte. Je répète, sous aucun prétexte, sans équipement de protection. Une poignée de soldats sur ses talons, Lady Co courait aussi vite qu'il lui était possible. Il sut pourtant qu'il ne tiendrait guère une telle allure. Déjà, son avance se réduisait comme peau de chagrin. Il se retourna pour faire feu. Puis, en désespoir de cause, il enjamba la rampe et se laissa choir dans le vide. Il se raccrocha à un fin tuyau, le ceintura de toutes ses forces et se laissa glisser jusqu'au sol. Il plia les genoux, la douleur lui fit grincer les dents. Il regarda autour de lui. Il avait atterri dans un couloir parsemé d'avertissements et d'interdictions en tout genre. À une extrémité, les soldats accouraient. L'autre était barré par une puissante porte blindée. Lady Co n'avait guère le choix. Il claudiqua dans sa direction. Il avisa le lecteur optique qui commandait l'ouverture et se rappela du passé magnétique qu'il détenait toujours. Il ne disposait que de quelques secondes, quitte au double. Il glissa la carte dans la fente. Les bâtons s'écartèrent avec un grondement majestueux, révélant une immense grotte plongée dans le noir que surmontait le dôme de verre qu'il avait aperçu à son arrivée. Sans se poser la question, Lady Co en franchit rapidement le seuil. Pourtant, au bout de 10 pas, il ralentit sa course, pour finalement se figer. Il éprouvait soudain un soupçon abject. Le secteur de phase finale, se remémora-t-il. À mesure que ses yeux s'accoutumaient à l'obscurité, la terreur le submergea. Une armée de silhouettes fantasmagoriques émergeait progressivement, adossées par centaines, par milliers, à des piliers de pierre. Leurs longues ailes repliées autour de leur corps, les noctambules dormaient là, tels des gargouilles d'un autre âge. Le policier hésitait à croire ses yeux, tant ce spectacle lui paraissait inouï, inconcevable. Il esquissa un pas en arrière. Mais déjà, les soldats étaient sur lui et le tenaient en joue. Lady Co n'esquissa pas un geste, craignant que le moindre bruit n'éveille cette armée de monstres en sommeil. Lorraine Banner fondit le groupe des militaires et se posta face à son gendre. Il avait revêtu une combinaison luminescente et un scaphandre qui grossissait ses traits à les rendre parfaitement hideux. Vous voici fier de vous, Curson. Vous avez atteint votre but. Vous avez pénétré dans le sanctuaire. La vieille légende des vampires. La proie d'un noctambule devient noctambule à son tour. Dans un premier stade, conditionnée par vos soins, elle devient une machine à rêve. Mais vous êtes allé plus loin encore. Vous avez tenté de maîtriser leur mutation complète. Pas tenté, Curson, réussi. Au départ, les noctambules étaient un fléau. Aujourd'hui, passés entre nos mains, ils sont devenus de puissantes armes qui vont s'abattre là où nous le voudrons. Pourquoi leur livrer Archivis sans pâture? Pourquoi cette horreur? Les noctambules doivent se nourrir, Carson. C'est la part du feu. Archivis leur sert de réservoir d'approvisionnement. Mais le moment est proche où nous allons les diriger sur d'autres cibles, d'autres mondes. Mais auparavant, il faudrait qu'ils aient atteint notre seuil de dégénérescence, et ce n'est pas le cas. À moins que nous n'ayons introduit au préalable les machines à rêve qui vont affaiblir leur capacité mentale. Ce sont elles notre arme secrète. J'ai encore besoin d'un peu de temps, juste un peu de temps. Le sacrifice qu'a consenti notre population trouveront leur récompense. Non seulement Archivis va renaître de ses cendres, mais je vous l'ai dit, elle retrouvera le rang qui lui est dû. À présent, je vous en conjure, Carson, sortons d'ici. C'est trop risqué. Je vous donne ma parole qu'il ne vous sera fait aucun mal. Croyez-moi ou non, je vous ai toujours considéré comme un fils, même de loin. Lady Co recula, attirant le petit groupe à sa suite. Quand il atteignit le centre de la nécropole, il promena son regard autour de lui. Un sourire passa sur ses lèvres. Est-ce que vous rêvez, Barney? Que voulez-vous dire? Juste ça. Est-ce que vous rêvez parfois?
seul, la nuit, au fond de votre lit. Voyons, Carson, c'est sans rapport. Je crois que vous êtes comme tous les habitants d'Archivis, que vous avez perdu la notion de rêve depuis bien longtemps et que vous vous recourez aux rêveurs, comme tout un chacun. Je crois aussi que vos pensées sont si ignobles que votre combinaison ne suffit sans doute pas à les étouffer. En plus, je crois que vous n'êtes pas du genre à écouter Mozart. Sur ces paroles, il pointa son arme vers le haut et fit feu. Sous l'impact de la balle explosive, la verrière explosa en une myriade de fragments argentés. Le vent extérieur s'engouffra soudain. Simultanément, un long ululement s'éleva, brutalement tirés de leur sommeil. Les noctambules avaient pris leur essor et tourbillonnaient comme une nuée de chauves-souris sous la coupole béante. Comprenant le danger, les soldats prirent aussitôt leurs jambes à leur cou. Mais il était trop tard. Les noctambules fondirent sur eux comme un essaim furieux. Seul Banet était resté immobile, face à l'Idico, et un sourire narquois passa sur ses lèvres hautaines. Le policier avisa la main qui glissait vers la gaine d'un revolver, vif comme l'éclair. Il asséna un coup sur la visière avec le canon de son fusil. Le verre s'étoila, chassant d'un coup le sourire du conseiller. Vos pensées vous trahissent, lança l'Idico, sarcastique. Banet le considéra avec stupeur, qui se tenait seul parmi la tourmente volatile, indemne, comme rendu invisible au prédateur. Comment demanda-t-il avec une expression pathétique. L'Idico jeta son arme et tendit son bras, le poing fermé, répétant l'ancien salut des conquérants de la planète guerrière. Sur ce bras, un octambule vint se poser à la manière d'un grand rapace. Cette incroyable vision jeta la panique la plus totale chez Banet. Il tourna les talons pour prendre la fuite, mais il n'eut jamais le loisir d'atteindre la porte. Les noctambules le plaquèrent au sol et le recouvrirent d'un linceul d'ambre, crevant sa combinaison sous leur dard acéré. Comment marmonna l'Idico, tandis que l'ouragan des créatures hurlantes s'envolait par la coupole béante. Moi, je sais rêver.